Monsieur le Premier ministre, nous voici enfin réunis pour pouvoir débattre. Votre déclaration de politique générale était annoncée pour la semaine dernière, mais comme vous aviez remis votre démission pour ne pas rester Premier ministre, vous y aviez renoncé, mais finalement vous êtes redevenu Premier ministre vendredi soir et entre-temps vous avez composé un gouvernement. Nous voici enfin réunis après ces valses hésitations pour réagir à votre programme et nous entendons ô combien vous êtes soutenu par vos propres amis. J'oserais d'ailleurs dire à certains, Claude Malhuret le premier, parce que je pense que la charge a été lourde. En politique, il ne faut pas seulement faire des discours, il faut prendre ses actes. Alors à celles et ceux qui trouvent que ce gouvernement ne répond pas à leurs attentes, il y a demain une motion de censure qui sera votée à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où je vais prendre la parole, l'exercice est difficile puisque tous les commentateurs se sont entendus pour dire que la gauche raisonnable, entre guillemets, a tourné le dos à la gauche d'opposition claire à Emmanuel Macron pour faire le choix d'une forme de soutien sans participation. Finalement donc, à quoi bon discuter ici puisque la censure ne serait pas votée demain? Monsieur le Premier ministre, comme vous avez vous-même utilisé la métaphore religieuse en vous définissant comme un moine soldat, je vais vous rappeler une autre métaphore religieuse, celle du péché originel. Ce péché originel, c'est celui qui fait que vous êtes aujourd'hui Premier ministre, alors même que suite à des élections législatives anticipées à l'été 2024, vous avez été battu. Certes, aucune majorité absolue n'en est ressortie, mais il y a une certitude. Votre camp a été battu et à 4 reprises, Emmanuel Macron a bafoué le vote des électeurs en nommant un Premier ministre de son camp. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez beaucoup parlé de rupture, de volonté de compromis, de coalition, laissant finalement reposer la responsabilité de tout ceci sur les forces de gauche. Or, Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez masquer le fait que le seul responsable du chaos politique et institutionnel actuel, c'est le Président de la République. Et de vous à moi, les annonces que vous avez faites ne vous permettront pas de durer. Alors, bien évidemment, certains se satisfont d'un plat de lentilles pour prolonger le jour sans fin de la Macronie. Mais quand les lentilles ne sont pas cuites, le plat est indigeste. Nous sommes face à une réalité. La Constitution n'a jamais prévu que les gouvernants et les représentants du peuple ne respectent pas le suffrage de ce peuple. Nous en sommes donc là aujourd'hui et vous continuez tant bien que mal à toujours vouloir garder le pouvoir contre l'avis de ceux qui se sont exprimés. Je veux vous le dire, Monsieur le Premier ministre, en toute sincérité, cela ne marche pas et cela ne marchera pas. Voyez-vous, nous sommes réunis dans un moment solennel, celui d'une crise politique que nous pouvons qualifier de sans précédent depuis 1958. Et nous ne pouvons que regretter que vous n'ayez pas recours au vote de confiance sur votre politique et votre projet, qui ne peut se résumer au discours de politique générale. Dans un discours en politique, l'essentiel est également souvent ce qui n'est pas dit. Votre projet budgétaire est la copie aggravée de ceux de M. Bayrou. Alors, sommes-nous d'accord sur le gel de l'indexation des salaires et des pensions de retraite, la diminution de l'APL, des minima sociaux, allant jusqu'à la non-indexation de l'allocation pour décès d'enfants? La réponse est non. Sommes-nous d'accord sur la hausse des franchises médicales? La réponse est non. Sommes-nous d'accord pour baisser de 5 milliards le budget aux collectivités territoriales? La réponse est toujours non. Sommes-nous d'accord pour un nouvel acte de décentralisation qui ne garantit ni la libre administration, ni l'autonomie fiscale aux collectivités? C'est encore non. Enfin, pouvons-nous nous satisfaire du non-recours à l'article 49.3 alors qu'il existe des dizaines d'autres super-pouvoirs aux mains du gouvernement? Là encore, la réponse est non. Et pourtant, c'est l'un des points clés de l'enfumage auquel nous assistons. Il faut le dire clairement, l'exécutif garde la main sur le débat budgétaire, 49.3 ou non. Ce sont les lois de la Ve République. Et rappelons-en quelques-unes. D'abord, l'article 40, qui ne permet pas au Parlement d'engager des dépenses sans l'accord du gouvernement. Un second, le vote bloqué par le 44-3. Nous allons continuer par celui qui implique la possibilité d'une deuxième délibération. Et nous allons enfin terminer cette liste non exhaustive par celui que vous avez tu, celui des ordonnances budgétaires. Vous dites laisser du temps au débat.
en sachant très bien que le délai constitutionnel de 70 jours ne suffira pas. Les ordonnances sont donc un super 49.3 qui vous permettra in fine d'imposer votre budget. Alors soyez clairs, pouvez-vous nous dire que vous n'aurez pas recours aux ordonnances budgétaires? Les Français doivent le savoir, la gauche doit le savoir. Parce que voyez-vous, si demain certains vous épargnent une censure et vous croient profondément sincères à ne pas utiliser le 49.3, ont-ils seulement réfléchi à votre capacité à utiliser les ordonnances et de contraindre le Parlement à des compromis boiteux? Et par exemple, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré ici, lors de votre déclaration de politique générale tout à l'heure, qu'il y aurait un texte sur la suspension des réformes. Vous avez déclaré entre 14 h et 15 h à l'Assemblée nationale ce même jour, je vous cite, « Je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au PLFSS dès novembre ». Vous voyez, ce n'est pas qu'une question de mots. C'est votre pouvoir, celui d'organiser les débats et de contraindre, jusqu'où vous le voudrez, les débats du Parlement. Monsieur le Premier ministre, la politique générale dévastatrice menée depuis 2017, les dénis de démocratie successifs poussent nos concitoyens au dégagisme, à sortir tous ceux qu'ils jugent responsables de la situation. Êtes-vous prêts à assumer cette exigence des citoyens? Sommes-nous prêts à repenser ensemble notre rapport à la politique et aux institutions pour réellement redonner le pouvoir au peuple, qui lui seul détient le pouvoir de décider conformément à la Constitution et dont nous sommes simplement ses représentants? Voyez-vous, je fais partie de ceux qui pensent que seul le peuple est souverain et que seule sa décision m'importe. On peut toujours tordre le bras à la démocratie, mais à trop lui tordre, c'est elle-même qui vous broie. Mesdames et messieurs les ministres présents, mais qui êtes-vous? À quoi avez-vous cru? Avez-vous réellement cru qu'il n'y avait pas de ligne rouge entre nous, alors que depuis des mois, la droite elle-même affirme, comme depuis tout à l'heure, ses propres lignes rouges, maintien de la réforme des retraites, pas de justice fiscale, pas d'égalité supplémentaire? Avez-vous cru ces clivages dépassés? Mais non. Et je veux vous dire avec franchise, vous ne les dépasserez pas. Car servir les intérêts des nantis, c'est l'ADN d'Emmanuel Macron. La censure de votre gouvernement est donc une exigence pour sanctionner cette politique qui a mis la France et son peuple à genoux. Elle est une exigence pour tous ceux, et je m'adresse tout particulièrement à la gauche de cet hémicycle, parce que je ne fais pas de procès en trahison, mais je fais des procès en incompétence, et à applaudir des premiers ministres qui ne déposent pas le matin même des projets de loi qui mettront des politiques progressistes dans notre pays. C'est cela la réalité. Si nous voulons tourner clairement et sans ambiguïté la page du macronisme, il faut ouvrir sans chausse-trappe la voie de la justice fiscale et sociale, et vous ne le permettrez pas. Laissez croire que votre gouvernement peut répondre aux aspirations populaires est selon nous une tromperie que nous ne pouvons accepter. Monsieur le Premier ministre, vous allez répondre que j'ai tort. Mais alors pourquoi ne pas avoir engagé, comme je vous l'ai déjà dit, et comme François Bayrou l'a fait le 8 septembre, un vote de confiance, puisque vous êtes si sûr de vous et de votre méthode? Celles et ceux qui vont voter la censure demain ne sont pas des irresponsables. Ils sont au contraire des élus, courageux et responsables au regard des Français qui veulent encore et toujours l'abrogation de la réforme des retraites, et certainement pas une retraite par capitalisation. Ils sont responsables au regard des Français qui n'en peuvent plus de se serrer la ceinture et qui exigent la justice fiscale. Ils sont responsables au regard des Français et au regard du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale que vous avez déposé avec un lot de mesures qui vont broyer les travailleurs que vous avez tant cités hier. Ce qui est fait, démocratie, c'est en premier lieu le respect du vote. Si la crise du régime guette, c'est bien parce que ce pilier fondateur de la République, le suffrage universel, a été bafoué. La censure d'un tel affront démocratique est inéluctable pour ne pas prolonger cette politique honnie, et nous y sommes prêts.